Alors juste pour rappel aussi au niveau de la ville, donc Budapest qui est divisée entre Buda et Pest, C'est ça, tout à avec fait. le Danube qui passe au milieu. Donc Ouais. Buda qui est sur la rive gauche. Alors rive droite du coup, parce Rive que droite. le Danube coule dans l'autre sens. Ok. Mais voilà, donc à gauche sur la carte la plupart du temps. Ouais. Pest qui est plutôt une ville, ce qui était plutôt la ville économique. Et Buda, c'était la ville donc plutôt où on retrouve le château de Buda, le bastion des pêcheurs, donc tous les lieux plutôt patrimoniaux. On va trouver aussi beaucoup de résidences et des lieux de rando. C'est assez amusant, mais à Budapest, en fait, la ville de Buda est relativement étendue avec beaucoup de forêts, beaucoup de collines, de monts, qui permettent d'avoir des vues assez incroyables sur la ville et puis de prendre un peu l'air. C'est sympa l'hiver aussi, on peut y faire de la luge, du ski, Ok. très sympa. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Antoine, comment tu vas ? Salut Thibaut, ça va bien, merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi, je suis très content. C'est le deuxième podcast que je fais en direct, en français en tout cas, en direct avec la personne. Antoine, t'es un pote d'enfance, donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir t'interviewer sur ce sujet-là. Surtout que toi aussi, t'es un passionné d'Europe de l'Est, mais on va en parler. Ouais. Du coup, on va commencer ce podcast. Alors, qui es-tu et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi c'est Antoine, aujourd'hui je suis professeur documentaliste, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler, ça c'est mon métier. Et je vais vous parler d'une ville, d'un pays que tu commences à bien connaître, à savoir Budapest et plus généralement la Hongrie. Effectivement, c'est pas le premier podcast qu'on fait sur Budapest, mais c'est toujours un plaisir de parler de cette magnifique ville. On y était d'ailleurs il y a quelques mois, au mois de février. Ça, l'hiver dernier, ouais. Tu m'as éclate. Ouais. Tu m'as gentiment invité, c'était bien cool, on s'est bien amusé, mais on va peut-être en parler. Bah ouais, moi je suis J'imagine. assez fan de ton émission, donc je l'ai pas mal écouté, surtout les épisodes sur Budapest, donc je vais essayer d'être un peu complémentaire et d'apporter d'autres points de vue, d'autres perspectives sur cette ville et ce pays que je trouve assez incroyable. Eh ben très bien, c'est parti. Super. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots sur ce que tu fais dans la vie ? Je sais que tu as eu un gros changement récemment, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, avec plaisir. Moi, donc, je me suis reconverti récemment. Donc, j'avais travaillé pendant quelques années comme chef de projet numérique. Et là, je suis devenu enseignant. Donc, je m'occupe d'un CDI, un centre de documentation et d'information au sein d'un lycée. Et donc, comme prof doc, comme on dit, professeur documentaliste, j'enseigne l'éducation aux médias et à l'information. Donc, je sensibilise les collégiens ou les lycéens à la société de l'information, à comment s'informer, développer son esprit critique. Et peut-être qu'il n'y a pas de rapport direct avec la Hongrie, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que les médias et la presse en Hongrie, c'est tout un sujet. Alors justement, qu'est-ce que tu faisais avant ? Comment t'en es venu à ce changement dans ta vie ? Oui, alors moi, j'ai toujours été passionné de numérique. Donc à l'origine, je travaillais comme chef de projet numérique sur les sujets d'inclusion numérique pour rendre les outils numériques accessibles au plus grand nombre. Puis avec le confinement, avec la pandémie, j'ai de plus en plus fait du télétravail, je m'ennuyais un petit peu dans mon métier. Et j'avais du mal à voir le sens et l'impact de mon action dans ce métier. Et de plus en plus, en fait, je faisais des formations dans ce cadre. Donc, je formais des agents publics et je me suis rendu compte que l'enseignement me plaisait beaucoup. Donc, j'ai commencé par faire des remplacements comme prof d'anglais. Et depuis la rentrée dernière, je suis devenu documentaliste et je m'éclate à parler usage numérique avec des jeunes. J'en apprends autant qu'eux, mais en tout cas, j'essaye de leur enseigner aussi comment utiliser au mieux ces outils numériques qui leur permettront de créer plein de choses plus tard. Alors par exemple, si tu étais prof en Hongrie, à Budapest, qu'est-ce que tu pourrais apprendre à tes élèves justement
sur tout ça, sur le numérique, les fake news, un peu tout ça. Alors, ce serait difficile à improviser, ça demanderait de préparer quelques cours, mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur les médias en Hongrie. En effet, il y a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui de pluralisme des médias. C'est un pays donc, qui a aujourd'hui un gouvernement qui a une position très difficile, en tout cas sur ces sujets, et qui ne va pas ouvrir facilement les critiques du gouvernement. Donc aujourd'hui, pour les médias indépendants du gouvernement ou qui sont plutôt critiques vis-à-vis du gouvernement, c'est très difficile. Donc je pense que j'aimerais faire réaliser ça aux élèves et leur faire comprendre, les sensibiliser à ces questions. Il faut savoir que l'éducation en Hongrie, c'est aussi un secteur très compliqué qui en ce moment lutte avec le gouvernement pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Donc je suis ça de près, et notamment le lycée français de Budapest. Yes. Ça te dirait de bosser là-bas, par exemple ? Moi, je pense que j'aimerais beaucoup, oui. Je ne sais pas comment ça se passerait, mais c'est un pays en tout cas que j'adore et je me projetterais bien d'y retourner un jour pour y vivre un peu plus longtemps. Bon, on lance une bouteille à la mer alors si... C'est ça, sait-on jamais. Je déposerai mon CV en description. Du coup, donc, on était à Budapest au mois de février dernier. Je sais que tu es passionné par la Hongrie, par la capitale de la Hongrie, Budapest. C'est Est-ce ça. que tu as fait un Erasmus+ aussi là-bas ? Un Erasmus tout court, ouais, voilà. J'étais en 3e année d'études et donc j'ai pu partir 1 an à l'étranger. Donc, ouais, effectivement, j'en parlerai tout à l'heure, mais ouais, j'ai passé 1 an en Erasmus et depuis, j'y retourne quasiment tous les 2 ans. Donc, c'était il y a un peu plus de 10 ans, hein, mon Erasmus. Ça commence à remonter, mais je me tiens au courant et je ne me lasse pas de découvrir comment Budapest change, comment la Hongrie aussi évolue. Et ça me passionne beaucoup, même si tout n'est pas rose dans l'actualité hongroise. Effectivement. Est-ce que tu es originaire de ce pays ou quel est ton lien avec ce pays ? Comment t'en es venu à apprendre la langue hongroise ? Mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout originaire de Hongrie. Je n'ai pas vraiment d'origine. J'ai de vagues origines tchèques dans ma famille. Mais quand j'ai fait un tour d'Europe centrale à la fin de mon bac, donc c'était en 2007, je suis immédiatement tombé amoureux de ce pays. Donc la première fois que j'y suis allé, c'était à l'occasion du Sziget Festival, comme beaucoup de Français. Et j'ai découvert un pays passionnant, avec une culture très spécifique, une langue très particulière. On va vite comprendre que je suis assez fan de langue. Et une très grande tradition de musique et de fêtes. On va le voir, je pense. Donc j'ai pu voir ça au Sziget, puis ensuite au Sziget, j'avais pu avoir des petits cours d'initiation hongrois, donc ça avait beaucoup attisé ma curiosité. Et je suis aussi un peu sorti des sentiers battus, je suis allé au lac Balaton, où il y a relativement peu de touristes français, et j'ai découvert un peu l'arrière-pays qui m'a aussi beaucoup intéressé. Donc après ça, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne sur mon parcours, mais pendant mes études, donc, je suis passé par l'IEP de Paris, Sciences Po Paris, et j'ai intégré un campus à Dijon, donc qui appartient à Sciences Po, mais qui est spécialisé sur les enjeux géopolitiques d'Europe centrale et orientale et de l'Union européenne. Donc ça m'a donné l'occasion d'apprendre une langue d'Europe centrale et orientale. J'ai choisi le hongrois, j'avais des cours intensifs. J'ai fait aussi une immersion dans le pays, dans la ville de Debrecen, la 2e plus grande ville du pays, un peu à l'est. Et ensuite, comme tu l'as dit, 1 an d'Erasmus où j'ai étudié à la fac de sociologie ELTE de Budapest. Ça a confirmé, moi, ma passion pour ce pays et j'ai beaucoup appris cette année-là, pas forcément à la fac. Ouais. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus marqué à Budapest ou en Hongrie ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'était l'architecture. Ça, c'est sûr que j'ai pris un grand choc en arrivant à Budapest. Je me souviendrai toujours de la première fois que je suis sorti du RER ou de l'équivalent du RER à Budapest, où j'ai vu le Parlement de l'autre côté du Danube, qui m'a vraiment impressionné. Et de manière générale, les différents ponts sur le Danube, pour tous les voyageurs, je recommande de traverser les ponts à pied, en tram, et de découvrir donc la diversité aussi culturelle de Budapest. Ensuite, je dirais que c'est le sérieux des Hongrois quand il s'agit de faire la fête. Les lieux de soirée là-bas sont vraiment impressionnants. J'ai vraiment hésité à parler de ça, mais je voudrais quand même citer le plus ou moins mauvais film Budapest, qui est sorti assez récemment, où on entend une phrase que je trouve très juste. C'est une Hongroise donc, qui dit « Chez nous, le plus dur, c'est pas de rentrer en boîte, mais c'est d'en sortir ». Et je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est révélateur de l'ambiance qu'on peut trouver à Budapest. Alors, est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu étais en Erasmus à Budapest et quand on y était, là, en février dernier ? Oui, je pense. Je pense que j'avais un regard moins naïf sur le pays. J'étais moins étudiant en Erasmus à vouloir faire la fête et me faire plaisir. Donc en y retournant, je me suis rendu compte aussi que le pays s'était un peu appauvri. Ça, c'est clair que quand j'y étais, on était vraiment sur la fin de la période entre, je dirais pas dorée, mais en tout cas de progrès social, de progrès économique. Et on sentait que les Hongrois ont très mal vécu la crise de la fin des années 2000 et les différentes crises économiques qu'il y a eu depuis.
Puis le mouvement politique donc porté par le gouvernement actuel a aussi beaucoup influé, je pense, sur le moral du pays. Et j'ai senti une ambiance un peu plus dure, mais aussi beaucoup de dynamisme dans la vie culturelle budapestoise, puisque je suis surtout retourné à Budapest depuis. Donc j'ai trouvé effectivement qu'il y avait eu pas mal de changements, aussi de la modernité, beaucoup de choses qui m'ont plu aussi. Yes. Est-ce que tu as 3 coups de cœur à nous partager du pays ou de la ville ? Eh ben, j'en ai mis 4. Allez, si ça te dérange pas, je vais essayer parti. d'aller vite. Le premier, donc moi je suis un peu un geek de langue, j'adore apprendre des nouvelles langues. Et le hongrois, c'est clairement la langue qui m'a beaucoup plu au départ. Un auteur avait dit que c'était la seule langue que le diable respecte, et je crois que c'est assez vrai. Donc moi je trouve que la langue hongroise est très particulière, donc elle n'est pas indo-européenne, elle n'est pas slave, germanique, elle n'est pas latine. C'est donc un groupe de langues à part, et je pense que ça a eu une forte influence sur la façon de penser des Hongrois, leur créativité, dans la littérature, le cinéma, la musique. Le deuxième point, ce serait la nourriture. Je suis assez gourmand et je me suis vraiment régalé en Hongrie. Je pense qu'à condition de bien connaître certains plats, on peut vraiment se faire plaisir. Le troisième coup de cœur, comme je te l'ai dit, c'est l'ambiance de la ville, la musique aussi hongroise, notamment la musique folklorique que j'avais découverte en Erasmus. Et le quatrième coup de cœur, c'est le fröccs, un mélange de vin et d'eau gazeuse auquel je t'ai initié à nos dernières vacances. Donc il y a une boisson qu'on boit plutôt en été, qui peut choquer un peu les Français. Mais oui, en Hongrie, on mélange le vin à l'eau gazeuse, ça fait des pintes très rafraîchissantes et plutôt agréables. On va peut-être pas parler de cette soirée-là. Évitons. Alors, est-ce que tu as une routine particulière quand tu es sur place ? J'aimerais dire que non, mais oui. Ouais, j'ai clairement une routine parce que j'ai une petite liste, un carnet d'adresses d'une vingtaine de lieux que je tiens absolument à visiter à chaque fois que je vais à Budapest. Je vais en citer 2. Donc le premier, ce serait le café Csendes, qui est dans le quartier étudiant, donc près de l'université d'Elte, dans le centre. Et l'autre, on n'y est pas allé parce qu'en hiver c'est moins intéressant, mais c'est le Kopasigat, qui est un parc qui est construit au sud de la ville, qui est un parc construit sur un ancien site industriel où on peut se baigner, où il y a plein de restos et c'est super sympa. Il y a aussi les bains thermaux, donc voilà, je suis moins fan, surtout qu'il y a quand même beaucoup de touristes, mais je conseillerais d'y aller le matin ou la nuit. Il y a aussi des sessions la nuit qui sont très cool, où il n'y a pas forcément une ambiance de fête, mais plutôt des Hongrois qui se retrouvent pour être tranquilles dans un bain chaud après un bon dîner. C'est très agréable aussi. Alors j'ai souvenir des bains, notamment quand on a passé le Nouvel An à Budapest. Tu nous avais invités, à l'époque j'habitais à Berlin. Oui. Et du coup, toi, tu étais en Erasmus à Budapest. Tout à fait. Et on a passé le Nouvel An à Budapest et on a pu profiter des bains l'hiver avec ces bains qui sont chauffés, notamment... alors j'ai oublié le nom. Alors ils sont pas chauffés, c'est de l'eau chaude naturelle qui vient de sous le sol de Budapest. Donc il y a... Je ne sais pas l'expliquer techniquement, géologiquement, mais en tout cas, il y a de l'eau effectivement à plus de 100 degrés, peut-être pas 100 degrés, mais qui est très chaude, donc qui ressort et qui est en fait refroidie pour avoir des bains donc froids, tièdes et très chauds, avec des saunas, des hammams. Tout ça, ça vient de la culture aussi ottomane. Donc les Ottomans ont occupé la Hongrie pendant au moins un siècle et demi, si je me souviens bien. Et donc ça a laissé beaucoup de traces sur ces questions sur ces sujets de bains et sur ces habitudes chez les Hongrois. C'est super sympa. Donc oui, petit conseil, aller l'hiver à Budapest, c'est profiter des bains. Le Nouvel An à Budapest, c'est vraiment quelque chose à faire. Ah oui, on était dans un bateau exceptionnel où il y avait un concert d'électro incroyable, le A38, tout à fait, qui est toujours là, qui vous attend. N'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de concerts au A38. Moi, je suis un peu l'actualité musicale un peu partout en Europe de l'Est. Et je peux voir qu'il y a toujours beaucoup d'artistes qui jouent toujours là-bas. C'est ça, internationaux et hongrois, et c'est assez diversifié en musique. Donc regardez bien les programmations et vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Oui, tout à fait. Alors est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes passer du temps ? Alors en lieu de sortie, je vais essayer de pas trop en privilégier comme ça. Moi je penserais surtout aller aux différents lieux alternatifs qui sont en train de se créer à Budapest. Donc il y en a beaucoup aussi autour de la nouvelle place Székely, qui est du côté de Bouda, où les touristes vont un peu moins. Et donc on a récemment été dans un lieu qui s'appelle Oragne, qui est super intéressant parce que c'est un lieu culturel donc de répétition de théâtre, dans lequel on va aussi trouver beaucoup de ballets de danse, de troupes de danse qui viennent s'entraîner. Et nous, donc, on y est allé, on a pu rencontrer quelques amis hongrois et on a beaucoup aimé cet endroit. Moi, je conseillerais d'y passer, faire un tour dans la journée pour aller manger quelque chose ou rencontrer des Hongrois. C'est un lieu où les Budapestois ne s'attendent pas forcément à voir des étrangers.
Donc ils peuvent être assez curieux et puis plutôt intrigués par la curiosité des gens qui vont jusque-là, hors des sentiers battus. Je le recommande vraiment. Sinon, évidemment, il y a le Simpla qui est toujours intéressant. Donc je crois que tu en avais déjà parlé. Donc c'est un des fameux ruin bars de Budapest, les Romkocsma, comme on dit en hongrois. Donc je ne connais pas exactement l'histoire derrière ces lieux, mais je crois que c'était d'anciennes résidences ouvrières dans le quartier juif qui ont été transformées en bars au cours des années 90, en partie par des Français d'ailleurs, qui ont investi très tôt dans ces lieux et donc qui ont créé des lieux de fête assez géniaux dans lesquels on peut trouver plusieurs bars sur différents étages, une ambiance de folie et puis une décoration assez incroyable. Oui, tout à fait. Je me souviens quand on était rentré au Simplakert la toute première fois là, pendant à l'occasion de ce nouvel an là, j'avais vraiment été stupéfait par. Même c'est immense en fait. Tu rentres à l'intérieur, tu rentres par une petite porte. C'est ça. Et puis il y a plein de salles de partout. Il y en a en extérieur, en intérieur. Il y a du mobilier un peu usé de partout. Ça a pas mal changé depuis. L'essentiel est toujours là. Enfin, il y a toujours cette déco incroyable et puis cette ambiance de fou. Aujourd'hui, on l'a vu la dernière fois qu'on y était allé, il y a une queue de plusieurs centaines de mètres devant, qui est vraiment imposante. On y passe du temps, mais c'est toujours un lieu intéressant à voir, plutôt en journée peut-être. Il y a d'autres lieux, donc on est allé à Podkulcs, où on avait vu un concert hongrois assez sympa. Donc il y a plein de Romkocsma, donc n'allez pas forcément au Simpla, il y en a d'autres. N'hésitez pas à en tester d'autres. C'était là-bas qu'on avait pu chanter Zaz. Exactement, Zaz est très connu en Hongrie et très apprécié. Dans toute l'Europe de l'Est. Oui, c'est ça. Oui, on en parlait avec Esther justement des ruin bars et elle disait que même eux, les Hongrois qui sont intéressés par la musique, qui aiment sortir, les gens qui vivent à Budapest, ils vont de moins en moins dans les ruin bars. C'est vrai. Ils y vont pour voir un artiste spécifiquement. Une fois qu'ils ont vu l'artiste, ils partent direct et ils vont ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Il faut les trouver, les Hongrois. Souvent, ils sortent un peu du centre-ville parce que depuis une quinzaine d'années, Budapest est devenue une ville très, très touristique. Et on le sent aujourd'hui que les Hongrois cherchent un peu à éviter ces afflux de touristes. Il y a notamment des touristes qui peuvent être un peu gênants pour la vie nocturne. C'est un problème que Budapest a eu. Et aujourd'hui, on voit que les Hongrois vont plutôt aller un peu plus loin dans Pest. Donc je ne connais pas forcément tous les lieux, mais voilà, renseignez-vous, essayez de regarder un petit peu s'il y a de la programmation culturelle qui peut vous intéresser, parce qu'il y a des endroits, pas forcément à côté du centre, où ça vaut vraiment le détour. Ouais. Alors juste pour rappel aussi, au niveau de la ville, donc Budapest, qui est divisée entre Buda et Pest. C'est ça, tout à avec fait. le Danube qui passe au milieu. Donc Buda qui est sur la rive gauche. Alors rive droite du coup, parce que le Danube coule dans l'autre sens. Okay. Mais voilà, donc à gauche sur la carte la plupart du temps. Pest qui est plutôt une ville, ce qui était plutôt la ville économique. Et Buda, c'était la ville donc plutôt où on retrouve le château de Buda, le bastion des pêcheurs, donc tous les lieux plutôt patrimoniaux. On va trouver aussi beaucoup de résidences et des lieux de rando. C'est assez amusant, mais à Budapest, en fait, la ville de Buda est relativement étendue avec beaucoup de forêts, beaucoup de collines, de monts, qui permettent d'avoir des vues assez incroyables sur la ville et puis de prendre un peu l'air. C'est sympa l'hiver aussi, on peut y faire de la luge, du ski. Très sympa. Oui, du coup, toi, tu as fait une rando en février dernier, notamment du côté de Buda. C'est ça, ouais. Je voulais aller à un endroit où on voit toute la ville d'assez loin et c'est vraiment un lieu où on se retrouve un peu perdu au milieu de la nature et pourtant on n'est qu'à une demi-heure du centre-ville, à peine. Et c'est méconnaissable, ça n'a vraiment rien à voir. Ça fait du bien parfois parce que la ville peut être assez oppressante quand on y est au quotidien, surtout le côté pêche où il y a vraiment une activité folle. Et ça fait du bien un petit peu de sortir un petit peu et je crois que les Hongrois aiment bien le faire aussi. On va parler de gastronomie, on va revenir un peu Très bonne idée. Sur ce sujet. Super. Est-ce que tu as un plat typique à nous conseiller ? Alors oui. Alors gastronomie, il faut savoir que c'est un pays donc d'Europe centrale où on n'est pas forcément très végétarien. Donc moi j'essaie de manger moins de viande qu'avant. Donc depuis mon époque d'Erasmus, je fais attention à ça et j'ai la chance d'avoir un ami hongrois qui est végé et qui m'a fait découvrir pas mal de variantes de plats hongrois végétariens. Donc il y en a un que je pourrais citer, c'est le hortobágy palacsinta. Donc il y a une crêpe en fait qui est à l'origine remplie de viande hachée. Donc il y a des alternatives avec différents légumes hongrois, paprika en tête, c'est vraiment un des ingrédients principaux de la cuisine hongroise. Il y a bien sûr le goulash, comme on dit en français, qui est aussi délicieux. Et voilà, il y a aussi des choses que j'aime moins. Je pense par exemple au langosh, qui est une sorte de beignet à l'huile et à l'ail,
qui n'est pas particulièrement léger, on va dire, mais qui est en tout cas un plat typique de la plage en Hongrie. Alors, il n'y a pas de mer, mais en tout cas, ils ont un très beau lac qui s'appelle le lac Balaton. Et les Hongrois, donc, comme on l'a dit, adorent se baigner dans des bains thermaux. Et donc, ils mangent ces plats hyper lourds avant de se baigner, ou autour, en pleine canicule en tout cas, et je comprends pas trop le principe. Mais on y mange très bien, et il y a vraiment beaucoup de variétés. J'ai pas trop eu l'occasion de le dire, mais il y a énormément d'influences à Budapest. C'est ce qui fait la richesse du pays, c'est qu'on va retrouver donc, de la ville et du pays. On va retrouver des influences ottomanes, des influences juives, germaniques, slaves aussi un petit peu. Donc il y a vraiment cette diversité qui fait qu'on se régale en général quand on va à Budapest. Ok. Est-ce que tous les restaurants se valent à Budapest ou... Probablement pas. Je ne saurais pas donner d'exemple, mais on va retrouver un petit peu de tout. Et il y a effectivement beaucoup de restaurants pour touristes. Ce que j'aurais envie de donner comme conseil, c'est peut-être d'éviter certains restaurants où on voit le menu seulement en anglais. On peut tomber sur quelque chose de très bien, mais en général, il vaut mieux aller dans des endroits qui ne sont pas forcément trop à alpaguer les touristes dans le centre-ville. Yes. Alors, on va passer un peu maintenant sur des questions plus sur comment tu voyages de ton côté. Oui. Alors, comment on peut rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? C'est pas forcément facile de rencontrer des Hongrois en vacances. On a fait l'expérience, c'est difficile, je pense qu'il faut y passer du temps. Quand on parle pas hongrois, il faudrait peut-être aussi aller à des événements anglophones spécifiques. Il y en a pas mal. Il y a quand même une bonne communauté d'expatriés et les Hongrois sont habitués à voir des touristes. Donc on sent qu'ils ont tendance à plutôt chercher à les fuir. Mais ils sont pas forcément non plus fermés. Et donc quand on va dans des lieux où on va parler culture hongroise, on va parler de politique, de culture, de différents sujets qui nous intéressent, là on va trouver des Hongrois qui sont en général assez heureux de nous voir, s'intéresser à ces sujets, intrigués par la curiosité qu'on peut avoir pour leur culture, ils sont assez fiers de leur culture, et donc là on peut vraiment créer des rencontres. Il y avait un endroit où j'allais beaucoup, donc il y a un petit moment maintenant, c'était les bals folkloriques. Donc les danses folkloriques là-bas, c'est une grande tradition qui était née un peu en opposition au communisme chez les jeunes dès les années 70 et qui a un petit peu connu un regain au début des années 2010. Et donc les Néptánc, c'est les bals folkloriques, c'est quelque chose d'assez incroyable. On va avoir un concert d'instruments traditionnels avec plusieurs centaines de personnes qui dansent ensemble et des initiations, et en général c'est très très marrant. Ok. Est-ce qu'il y a un moment de l'histoire hongroise qui t'a marqué, toi? Parce que je pense que tu as dû pas mal lire. J'ai un peu à étudié l'histoire hongroise, ouais. Il y a bien sûr 89, qui a quand même changé énormément de choses dans le pays. Sinon, ce qui est assez amusant, et ce qu'on va retrouver dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, c'est que les Hongrois, comme les Polonais, comme les Serbes, ont parfois fêté des défaites. Donc des défaites de bataille, ou de moments où en tout cas la Hongrie a perdu son indépendance ou son autonomie. Et donc ils vont avoir des fêtes nationales qui sont souvent en fait liées aux invasions autrichiennes, russes, ottomanes. Donc on va avoir cette culture un peu du deuil national, ou en tout cas des moments difficiles qui réunissent le pays. C'est assez particulier, mais c'est pas forcément des moments tristes. En tout cas, comme on l'a dit, les Hongrois ont quand même souvent le cœur à la fête. Donc moi je penserais surtout à ça comme ça. Ouais. Ouais. Il y a effectivement, je ne peux pas ne pas parler de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque ça a été un grand traumatisme pour la Hongrie, puisqu'ils ont perdu une grosse partie de leur territoire. À peu près un tiers du territoire a donc été supprimé, a donc permis à d'autres nations qui étaient sous la domination hongroise de s'émanciper. Donc on pense à la Slovaquie, à la Croatie, ou une grosse partie de la Roumanie. Donc il y avait aussi ce traumatisme, et les Hongrois parfois, aujourd'hui heureusement plutôt en plaisantant, rappellent que les Français sont un peu responsables de ça, puisque c'est le traité de Trianon qui a créé cette coupure, ce gros changement pour le pays. Ouais. Et il y a ce nouveau monument qui a été construit en face du Parlement, qui rappelle un peu aussi cette histoire avec tout. Donc comme tu m'expliquais, tous les noms de ces villes qui ont été rayés de la carte hongroise. C'est ça. Qui font partie maintenant d'autres pays. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de documentaires aussi, d'ailleurs, sur Arte, j'en ai vu pas mal ces derniers temps en tout cas, sur l'histoire de la Hongrie, sur la minorité hongroise en Roumanie et toutes ces choses-là. Ça m'amuse parce que justement, quand j'étais en Erasmus à la fac d'anthropologie, sociologie de Budapest, on nous avait proposé un cours qui avait l'air passionnant, qui parlait des minorités en Europe. Donc moi, c'était un sujet dans lequel je voulais potentiellement travailler plus tard, donc je m'y intéressais beaucoup.
Et ce qui est marrant, c'est que le sujet du cours s'est très vite réduit donc aux minorités hongroises en Europe et tout d'un coup aux minorités hongroises dans le bassin des Carpates. En fait, les Hongrois voulaient absolument parler de leur minorité et il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est clair que c'est un sujet qui les occupe beaucoup. Et donc aujourd'hui, les Hongrois qui n'habitent pas en Hongrie peuvent demander la citoyenneté hongroise. C'était très pratique pour les Roumains quand ils n'étaient pas dans l'espace Schengen, les Hongrois d'origine roumaine. Mais aujourd'hui, ça pose des difficultés, notamment depuis la guerre en Ukraine, puisque certains Hongrois ont été mobilisés donc, pour défendre l'Ukraine, alors qu'ils ne se sentent pas forcément ukrainiens, mais avant tout hongrois. Donc j'ai connu des connaissances d'amis à moi qui justement venaient de ces régions-là et ont dû être mobilisés. Donc on y était au début de l'invasion russe en Ukraine et c'était un choc pour le pays qui est frontalier de l'Ukraine. Pour revenir à la question précédente, est-ce qu'il y a une rencontre donc, qui t'a vraiment marqué sur place ? Oui, alors je me suis fait 2 amis par le milieu des danses et de la musique en général. Donc, comme je le disais, je sortais beaucoup à l'époque. Et donc j'avais rencontré un ami par une amie italienne d'Erasmus qui s'appelle Balint, qui est quelqu'un donc, qui est comédien, musicien et qui est quelqu'un de passionnant qui m'a ouvert à plein de milieux culturels intéressants. Et une autre amie qui est aujourd'hui en doctorat, donc qui, elle, travaille sur les sujets de danse folklorique beaucoup. Et donc aussi avec qui j'ai pu découvrir plein de trucs géniaux. Voilà, donc je me suis fait quelques amis hongrois. Ne désespérez pas si vous ne rencontrez pas dans les premiers jours. C'est compliqué un peu partout. Moi qui ai vécu à Berlin quelques temps aussi, c'est vrai. Ouais. Certains pays où c'est un peu plus compliqué de... C'est peut-être plus simple dans l'arrière-pays. Moi, j'avais été dans une ville qui s'appelle Sarospatak, qui est donc située tout à l'est du pays, pas loin de la frontière ukrainienne. Et là, j'ai fait un couchsurfing assez inoubliable avec un Hongrois qui était prof d'anglais, donc qui parlait parfaitement anglais, ça facilitait quand même la communication, et qui nous avait emmenés dans sa petite kochma, donc son bar d'habitués. On a fait une partie de billard incroyable avec les gens du coin, et c'était vraiment rigolo. Et pour le coup, ils reçoivent très peu de visites d'étrangers, donc quand ils en voient et quand ils découvrent que ces gens-là sont intéressés par la culture hongroise, ils vont avoir très envie de partager leur quotidien et leurs traditions. Donc je conseille aussi de quitter un peu Budapest pour quelques jours, soit pour aller, donc peut-être pas à Sarospatak, c'est assez spécifique comme endroit, mais à Debrecen ou à Pécs, ça vaut vraiment le coup d'y aller pour une journée ou deux, ou plus. Ok. Il n'y a pas besoin d'aller dans les gros bars non plus, pas besoin d'aller dans les... Non, du tout. On va retrouver donc dans les cafés comme le Csendes dont je parlais tout à l'heure, on va retrouver aussi beaucoup d'étudiants hongrois et on trouve toujours des occasions de faire des rencontres. Je conseillerais, donc on en parlera tout à l'heure, mais je conseillerais aux personnes qui vont en Hongrie d'apprendre quelques mots et d'être curieux en fait, de se renseigner un petit peu, de demander et de communiquer avec les Hongrois dans des lieux où ça se fait bien. En tout cas, par exemple, les lieux de conviviaux comme les bars ou les cafés. Et là, en général, les Hongrois seront plutôt intrigués si vous commencez à leur parler un petit peu hongrois ou à leur montrer que vous vous intéressez au pays. Alors justement, est-ce que c'est difficile d'apprendre le hongrois ? Ouais, c'est assez difficile. Moi, j'ai beaucoup aimé au début parce que je trouvais ça vraiment très différent des langues que j'avais pu apprendre. Je connaissais déjà un peu l'allemand, l'anglais. Mais quand j'ai découvert le hongrois, j'étais fasciné par toutes les différences qu'il y a. Donc c'est une langue qui a pas mal de spécificités. Il n'y a pas de verbe avoir. Il n'y a pas vraiment de futur. On conjugue, en fait, on décline la plupart des mots. C'est assez particulier. Il y a aussi des similitudes avec le turc. Donc il y a beaucoup de mots turcs dans la langue hongroise. Et donc c'est un vrai bouillon de culture. Il y a plein de choses à découvrir. Moi, je conseille à tout le monde d'essayer, en tout cas d'apprendre quelques mots. La prononciation n'est pas si compliquée. En s'entraînant un petit peu, ça vient vite. Il faut bien rouler ses R et faire attention aux voyelles. Mais c'est très rigolo, en tout cas, d'échanger un petit peu. Et puis, vous serez récompensé par des sourires et des encouragements des Hongrois. Ça, c'est sûr. Ça, on a du mal en France à rouler les R. C'est vrai. On l'a fait pourtant il y a une époque, je crois. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que même 10 ans après avoir appris le hongrois, tu arrives encore à avoir des conversations avec des Hongrois. Notamment ce soir, on est sorti avec András, qui était mon mentor dans Jump, où tu arrivais à discuter avec lui sans problème, avoir une conversation. Moi, j'étais un peu surpris, moi aussi. Je pensais que j'avais complètement perdu, puis c'est vite revenu. Je sais pas si c'est la nourriture, la boisson ou l'ambiance de la ville, mais c'est clair que j'ai beaucoup de plaisir à parler cette langue, et là, c'était une très bonne occasion de le faire. Et puis, en plus, tu m'as fait rencontrer des gens assez géniaux. Je pense qu'on aura l'occasion de parler des endroits où ils ont pu nous emmener et qui nous ont fait découvrir.
Mais ouais, on s'est vraiment éclaté. Et moi, j'aime beaucoup parler hongrois, même si j'ai pas trop l'occasion de le pratiquer en France. Ce qui est rigolo avec les gens qui apprennent le hongrois, c'est qu'on l'utilise parfois un peu comme langue secrète. Comme personne ne la parle, c'est très pratique pour parler dans le dos des gens. On essaie de pas trop le faire, mais ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'était quelques mois après ce voyage, après ce nouvel an qu'on avait passé à Budapest. J'étais retourné à Lyon et je travaillais dans un hôtel. Et j'étais tombé sur un client qui venait de Hongrie. Du coup, j'avais essayé. Tu nous avais appris à l'époque quelques mots en hongrois. C'est vrai. Et j'avais essayé de discuter, enfin pas de discuter, mais juste de lui sortir 2-3 mots. Et il avait un grand sourire, il était très content. Donc, mais il avait rien compris. Je pense. Moi, ce qui est amusant, c'est que depuis mon premier jour en Hongrie jusqu'au dernier, j'ai toujours eu des quiproquos assez incroyables. Pas toujours faciles, hein. Parfois, c'est des situations un peu embarrassantes. Mais les Hongrois ont peut-être une façon... En tout cas, j'ai toujours eu du mal à communiquer avec certains Hongrois. Où j'ai souvent eu des moments où c'était vraiment des quiproquos assez bizarres. Donc ça peut arriver, mais en général, on s'en sort toujours. Il faut bien montrer qu'on est débutant et qu'on ne parle pas hongrois. En fait, les Hongrois n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens qui apprennent la langue. Il y en a quand même relativement peu. Donc ils vont parler parfois assez vite. Et on peut vite... mal comprendre ce qui se raconte. Pour une petite anecdote, moi j'avais à l'époque je mangeais beaucoup de viande, j'avais acheté des saucisses dans une boucherie et l'ennui c'est qu'il y a 2 mots pour saucisses, il y a celles qui font 30 cm de long et celles qui font 10 cm et bien sûr j'en avais commandé beaucoup trop, donc ça arrive. Moi, en tout cas, il m'avait laissé un pourboire à la fin, ce client. Ah, j'espère qu'il n'était pas en forain. Non. Non. Tant mieux. Dernière question sur les langues. Est-ce que les Hongrois parlent bien l'anglais ? Alors, ils sont réputés pour ne pas bien parler l'anglais. Hein. Dans les classements européens, je crois que c'est un des pays où on parle le moins de langues. Mais c'est en train de changer. Et puis à Budapest, c'est pas du tout le cas. Oui. Vraiment, à Budapest, je pense que le niveau d'anglais moyen est probablement comparable à celui qu'on a en France. Dans le reste du pays, je ne saurais pas trop dire, mais plus on va parler à des Hongrois jeunes, plus facilement ils vont parler l'anglais. En fait, c'est vrai que les personnes un peu plus âgées ont appris le russe, mais en général, l'ont appris un peu sous la contrainte, donc n'ont pas du tout de plaisir à l'apprendre et à le parler. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a peu de Hongrois qui parlent d'autres langues que le hongrois. Yes. Du coup, t'as déjà donné quelques conseils un peu sur... quels conseils tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ce pays ? Est-ce que tu en as d'autres à donner peut-être ? Ouais, ce serait un petit peu plus spécifique peut-être, mais mon premier conseil, c'est vraiment de se renseigner un peu avant de partir, de ne pas y aller trop à l'aveugle en ayant des a priori sur Budapest, ville d'Europe centrale où les prix sont pas chers, hein, c'est pas que ça. Donc de lire un petit peu quelques articles sur ID, hein, il y en a des super sur Budapest, donc notamment un que tu as rédigé la dernière fois qu'on y était, donc très actuel, qui va donner quelques petits conseils de lieux sur Budapest. Donc en tout cas, je vous invite à regarder, donc à vous renseigner avant de partir. Donc peut-être consacrer 1 ou 2 journées aux grands classiques, parce que le patrimoine hongrois, l'histoire hongroise est très intéressante et il y a vraiment des endroits surprenants à visiter, mais ensuite de sortir un peu des sentiers battus et d'aller dans des lieux un peu insolites. J'en ai noté 2. Un où on a été ensemble, c'est la Zeneháza, donc la maison de la musique dont tu avais parlé avec Esther, qui est cette nouvelle salle de concert qui est magnifique, vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment un endroit très original. Même si vous n'avez pas de billet de concert, allez voir autour parce que le lieu vaut vraiment le détour. C'est dans le parc de la ville, Városliget. Même le parc vaut le coup aussi avec toutes les installations. C'est ça, ouais. Il y a aussi il y a plein d'attractions à voir, ça vaut vraiment le coup. Un autre endroit, c'est le Kínai Piac, qui peut être intéressant parce que c'est le marché chinois de Budapest. C'est un énorme marché dans lequel on peut donc trouver un peu tout et n'importe quoi. Et on va retrouver beaucoup de représentants de la population chinoise de Budapest. Ils sont assez nombreux. Ils ne sont pas forcément très présents dans le centre-ville, mais je vous conseille d'y aller parce qu'on y mange très bien. On découvre plein de boutiques très, très particulières. Et c'est un peu une immersion de le Chinatown de Budapest. Ça vaut le détour. Oui. Et puis bien sûr, il y a le Sziget aussi qu'on a fait. Alors, j'étais pas avec vous la première fois que vous l'aviez fait en 2007, mais on l'a fait ensuite en 2008. Et moi, je suis pas retourné depuis, mais c'était intéressant d'avoir ton interview avec avec le directeur du festival, parce que justement, ça te permet de réaliser tous les changements. Toi, tu avais adoré, hein, je crois, ton passage là-bas.
Moi, j'aimerais beaucoup y retourner. Hein. Je crois que là, on en est à la, je sais pas, 26e édition. Oui, au moins, ouais. Peut-être même 30e. Donc, peut-être qu'il faut qu'on envisage un petit retour sur place. Ouais, tout à fait. Ouais. Petit spoiler, je prépare une vidéo sur l'histoire du Sziget Festival. Aïe, aïe, aïe. Ça va être génial. J'ai hâte d'en savoir plus. Je crois qu'en plus, les débuts étaient vraiment roots, si j'ai bien compris. Donc, je pense que ça vaudra le coup d'écouter ça. Hein. Et j'ai quelques vidéos d'archives qui valent le coup. Ok. Oh, excellent. Je suis curieux de voir ça. Moi, j'avais entendu qu'il y avait une grosse influence française au début, peut-être pas au tout début du Sziget, mais dans les premières années, parce que je crois qu'il y avait donc une personne qui travaillait un peu entre les deux pays. L'ex-femme de Bertrand Cantat. Ouais. C'est ça, exactement, oui, qui était donc responsable culturel du festival et qui avait fait venir quelques groupes. Ouais. Et ça explique pourquoi il y avait une forte présence de groupes français dès les débuts du festival. Peut-être pas les premières années, mais assez tôt, je crois. Oui, tout à fait. Alors, comment tu prépares tes voyages de ton côté ? Comment je prépare mes voyages ? Bonne question. Moi, je pense qu'en général, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis un geek de langue, donc moi je vais essayer d'apprendre un maximum de petits mots pour essayer de me repérer. En Hongrie, c'est assez utile parce que dans la signalétique en général dans la ville, il y a quand même rarement de l'anglais. Donc ça peut valoir le coup de savoir dire entrée, sortie, pousser, tirer pour savoir comment utiliser une porte, hein, ce genre de petits trucs. Puis voilà, c'est aussi un bon moyen de socialiser avec les Hongrois et de montrer qu'on s'intéresse un peu à la culture locale. Donc je pense que ça c'est un point important. Puis moi j'adore me renseigner sur l'histoire, sur la société hongroise, savoir peut-être les sujets à éviter ou au contraire les sujets sur lesquels les Hongrois auront envie de parler. Donc ça vaut... Ouais, voilà, moi c'est comme ça que je me prépare en général. Okay. Tout à fait. Est-ce que tu as voyagé aussi un peu dans la région ? Alors je te pose la question, je sais que oui, c'est justement pour ça que je pose la question. Bah oui, clairement. Budapest, c'est vraiment la porte d'entrée sur les Balkans, comme on dit. Hein. Donc on a cette influence ottomane qu'on va retrouver dans tous les pays des Balkans, dans la plupart. Et ouais, on le ressent vraiment. On est, je sais plus, mais à quelques heures de train de villes comme Novi Sad en Serbie. On va très vite aussi se retrouver en Croatie. On peut aller en Transylvanie, qui est une région incroyable, que tu connais bien maintenant. Oui. Donc ouais, moi j'ai découvert notamment la Serbie, la Bosnie-Herzégovine. Et ça a été un autre coup de cœur. Donc je conseillerais aussi de peut-être organiser un petit voyage sur différents pays pour aller voir cette région aussi. Les Balkans, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, t'avais fait Sarajevo, Postitelj. J'étais passé à Sarajevo, que j'avais vraiment adoré. Voilà, c'était une ville qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, Postitelj, effectivement, qui est un plus petit village, mais très pittoresque, qui est assez magnifique. Ouais. Voilà, ouais. Je conseillerais peut-être de ne pas y aller en été. Je pense que ça vaut plus le coup d'y aller au printemps ou peut-être même fin de l'hiver. Parce que là, on aura un peu moins de monde et puis la lumière là-bas est magnifique. Donc, c'est ce que je recommanderais. En plus, il fait relativement bon sur le début du printemps. Il commence à faire à peu près chaud, surtout maintenant. Donc, je conseillerais vraiment d'y aller. Et à l'époque, vous aviez loué une voiture, je crois que c'était ça ? Ouais, c'est ça. On nous avait déconseillé de le faire. Hein. On était dans le train depuis... On partait de Pécs, donc qui était la capitale de la culture à l'époque. Ouais. Qui est une ville... Capitale européenne de la culture. Pardon, capitale européenne de la culture. Et donc on était parti de Pécs et là, quand on avait dit à, je crois, des Bosniens justement qu'on allait louer une voiture à Sarajevo, ils nous avaient regardé avec des grands yeux en disant surtout pas. Sauf que quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que la plupart des routes étaient limitées à 30, notamment en montagne, que c'était relativement respecté et surtout pas trop fréquenté. Donc on n'a pas du tout eu de problème, ça s'était très bien passé. Et je pense qu'en ville c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas la Bosnie, ça se fait en voiture, surtout hors saison. C'était une Golf ? Probablement, je me souviens plus, mais effectivement, c'est une voiture qu'on retrouve pas mal là-bas. Bon, moi, j'y étais il y a une petite quinzaine d'années, donc ça n'a peut-être pas changé depuis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos ? Alors, dans mon sac à dos, il a pas mal changé depuis mes trajets à Budapest, parce que je me suis mis à la rando. D'ailleurs, je me souviens bien d'un de tes épisodes sur le sujet de la randonnée dans les Balkans. J'espère la faire un jour, cette randonnée, la Via Dinaritsa. D'ailleurs, Jérémy Biget, que j'avais interviewé à l'époque, a refait une belle expédition cet été, où il était autour du Kirghizistan et dans ces contrées. Et du coup, je mettrai en lien
son compte Instagram pour que vous alliez checker ça, parce que j'ai suivi ça tout l'été, c'était impressionnant, c'était passionnant, et c'est vraiment des contrées qu'on connaît pas du tout, quoi. Donc, Ah ouais. Bah moi, c'est typiquement le genre de rando que j'aimerais faire, donc j'essaie de voyager léger, j'y arrive pas souvent, et puis pour Budapest, moi je conseillerais, si vous y allez l'hiver, de prendre des vêtements assez chauds, de bonnes chaussures de marche, parce que c'est une ville qui se fait bien à pied, mais qui est quand même un peu étendue. On fait bien le centre-ville à pied. Si on veut aller sortir des sentiers battus, aller dans les quartiers moins connus, là, il faut prendre les transports, mais ils sont vraiment super à Budapest. Donc, dans mon sac à dos, je ne saurais pas trop quoi te dire de plus, mais en tout cas, pour Budapest, en général, on s'en sort bien avec le strict nécessaire. oui. Et on trouve plein de choses sur place aussi. Donc des bonnes chaussures et un peu de forain pour... C'est mieux. On accepte la carte de partout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, je pensais à autre chose, c'est le maillot de bain. Ouais. À ne pas oublier, quelle que soit la saison, il y aura toujours une bonne raison de mettre un maillot. Tout à fait. On peut ne pas en mettre aussi, mais ça, c'est pour d'autres endroits. On va pas en parler par ici. Entendu. Alors, est-ce que tu documentes tes voyages ? Ouais, un petit peu. Ouais. Moi, j'utilise pas ou plus les réseaux sociaux, mais je me fais des albums photos, ça c'est clair. J'en ai plusieurs de Budapest, notamment des manifestations qu'il y avait à l'époque. Donc, moi, j'y étais à la fin des années, début des années 2010. Donc, il y avait beaucoup de manifestations, notamment pour la presse et pour l'indépendance de la presse. Donc, j'ai pas mal d'albums photos de ça. Et sinon, bah, comme je te l'ai dit, j'ai une liste de tous les lieux. J'appelle ça des lieux de convivialité pour pas dire des bars. Parce qu'il n'y a pas que ça, même s'il y a plein d'endroits où on peut prendre une bonne bière ou un bon frutsch à Budapest. Mais voilà, tous les cafés, tous les lieux culturels que j'apprécie beaucoup. Et donc, je me fais une liste assez stricte. À une époque, j'avais lancé donc une application qui s'appelait Nazdraví, qui veut dire santé en tchèque, qui recensait un peu plus de 500 bars dans toute l'Europe. Elle est encore à peu près à jour, donc je l'utilise parfois. C'est un peu ma collection personnelle de lieux que je veux visiter ou revisiter. Et t'oublies aussi de parler de la Palinka. J'oublie de parler de la Palinka, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions que tu as faites sur Budapest, mais ouais, c'est effectivement l'alcool de fruits hongrois traditionnel et dont les Hongrois sont super fiers, qui est plutôt bon, hein, moi j'aime beaucoup ça. Et donc c'est une forme de, je vais pas dire gnôle parce que le terme est un petit peu négatif en France, mais c'est une boisson qui est très fréquente en Hongrie, qui est parfois utilisée un peu comme un médicament qu'on prend en début et en fin de repas. Et effectivement, ça permet de tenir l'hiver parce qu'il fait pas de jour chaud. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau de vie et les habitants d'Europe de l'Est, enfin, avec le rakia notamment dans les Balkans. C'est un peu pareil. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. On va voir la Slivovice en République tchèque ou en Slovaquie. Et j'ai l'impression que c'est aussi qu'il y a une culture peut-être plus rurale qu'on a perdue un peu en France, même s'il y a toujours des endroits où on fait de la liqueur, mais chez eux, c'est vraiment un enjeu national et une fierté. Ouais. Je pense que si vous rencontrez les Hongrois, très vite, ils vont vous en parler ou vous en proposer. Donc, n'hésitez pas, si vous buvez de l'alcool, ça vaut le coup d'essayer. Puis il y a différentes qualités aussi de Palinka. Ouais. Moi, j'avais visité, alors c'était quand j'étais en échange, donc j'avais fait une immersion linguistique à Debrecen. Donc là, c'était une ville un peu plus petite, hein, c'est la deuxième ville de Hongrie, mais il n'y a que 200 000 habitants, alors que Budapest, c'est 2 millions. Et c'était intéressant parce qu'on avait visité, alors je me trompe, c'était pas du tout à Debrecen, mais dans une autre ville, une usine de Palinka, et j'avais découvert la Palinka au miel, qui passe peut-être un peu mieux. Donc peut-être pour ceux qui n'aiment pas trop les alcools forts, demandez une Mézes Palinka. C'est la Palinka au miel et c'est délicieux. Oui. Et faites attention au prix, des fois on peut se faire avoir aussi. Ouais. On pourrait parler du Tokai aussi, mais on va pas parler d'alcool pendant des heures non plus. Effectivement. En tout cas, c'est un vin hongrois qui est doux, qui est très très doux, un sucré on peut dire, et qui était d'ailleurs le vin préféré de Louis XIV. Très qui bien. l'eût cru. Belle anecdote. Je la sors souvent celle-là. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager ? Ouais, bah oui. Moi, comme je suis documentaliste, maintenant, j'essaye un petit peu de me mettre à la lecture ou de m'y remettre. Ouais, je voudrais parler donc d'un livre qui s'appelle tout simplement Budapest, qui est un livre d'un musicien-auteur brésilien qui s'appelle Chico Buarque, qui parle du dépaysement et de la question de l'identité. En fait, c'est un auteur donc, qui s'est retrouvé par hasard à Budapest à cause d'un problème de vol et qui se retrouve dans cette ville et qui se rend compte en fait qu'il est en train de complètement ne plus comprendre où il est complètement dépassé par cette langue un peu bizarre dont il n'avait jamais entendu parler. Et il se pose beaucoup de questions sur qui il est à cette occasion. Donc il se perd un peu dans les méandres de Budapest. Et moi, je l'ai lu pendant ma première année là-bas et je me suis régalé. Oui. Je conseillerais ça. Sinon, en auteur hongrois, il y a Dejeu Kostolany, donc qui est un auteur du début du XXe,
qui écrivait donc, qui est un peu dans la tradition de, on pourrait dire peut-être Kafka, donc sur tous ces auteurs qu'on peut s'attendre à trouver dans des cafés un peu traditionnels d'Europe centrale. Et lui, il a écrit un livre très drôle qui s'appelle Le Traducteur Kleptomane, qui est un recueil de nouvelles absurdes, surréalistes on pourrait dire, qui date à peu près des années 20 si je me souviens bien, et qui est vraiment très très drôle et qui montre un peu la façon de penser que peuvent avoir les Hongrois, qui surprend toujours. Yes. Ouais, ce serait ces 2 livres. Ben, on note et j'ajouterai ça en description. Ouais, je conseille. Alors j'avais oublié de dire aussi, quand tu étais en Erasmus à Budapest, tu avais travaillé aussi pour Oulala. Oui, je voulais en parler, merci de revenir dessus. Ouais, donc Oulala, c'était un magazine francophone qui parlait de l'actualité hongroise. Ça a été pour moi l'occasion de sortir un peu des cours Erasmus que je trouvais pas forcément exceptionnels, mais c'était l'occasion donc de faire un stage de journalisme. Pour moi, c'était passionnant et d'en apprendre un peu plus sur l'actualité hongroise. Donc j'avais rédigé quelques articles sur notamment les manifestations, aussi les fermetures de lieux culturels. À l'époque, en particulier, il y avait une grosse bataille sur les lieux culturels indépendants et la ville de Budapest qui était plutôt opposée au développement des lieux festifs. Je crois que ça a un peu changé depuis, mais en tout cas, c'était une très bonne occasion de rencontrer des Hongrois, de conduire des interviews et de se renseigner un petit peu, de creuser un petit peu la culture et la société hongroise. Et effectivement, je crois que c'est devenu le Courrier d'Europe centrale maintenant. Oulala. Tout à fait. On avait un partenariat avec eux au début de AID, mais plus aujourd'hui. En tout cas, ça reste un média intéressant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je crois qu'ils ont aussi un blog sur Mediapart toujours. En tout cas, ouais, ils sont souvent sollicités dès qu'il y a des actualités sur la Hongrie. Oui, et puis ils dépassent les frontières de la Hongrie aussi de plus en plus. Ils parlent notamment énormément de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. D'accord. Et puis ils ont développé aussi plus d'articles aussi autour des autres pays d'Europe centrale. Ok. Et ils ont des très bons journalistes qui travaillent pour eux. D'accord. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler d'autres pays. Moi, je suis aussi un grand fan d'Estonie, donc n'hésite pas à me réinviter. Super. Alors, si je te dis le mot AID, ça te fait penser à quoi ? Ah, moi, c'est assez facile sur ça, parce que, donc, comme je disais, je suis passé par un campus donc, de Sciences Po Paris qui était à Dijon, et donc on avait des compétitions sportives entre étudiants, et donc High Day, c'était le message pour encourager les équipes dans toutes les langues d'Europe centrale et orientale. C'était High Day, High Day, High Day pour encourager les volleyeurs, les basketteurs, les footballeurs. Ça marchait pas trop, mais en tout cas pour moi c'est vraiment resté quelque chose qu'on utilise plutôt dans le contexte sportif pour se motiver et se donner du courage. Ouais, alors moi ce qui me marque beaucoup, c'est tous ces streamers qui utilisent le mot Let's Go. Complètement. Qui veut dire AID. Moi, j'ai envie qu'un jour le mot AID remplace le mot Let's Go. On va y arriver. AID. Trop bien. Alors, tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue, cette passion ? Bah ouais, je me demandais aussi. J'y ai longtemps réfléchi, notamment quand je me retrouvais à Budapest, que j'avais mon moment Chico Buarque où je me demandais ce que je faisais là. Et je pense que ça vient des films de Kusturica. Okay. Donc, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est serbe. Ouais. En tout cas, il est ethniquement serbe, peut-être de Bosnie. Ouais. Et donc moi, ces films, ils m'ont passionné par leur côté absurde, leur côté très différent de la culture européenne telle que je connaissais d'Europe de l'Ouest. Et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser un peu plus à ces pays que je connaissais pas du tout. Et donc je me suis retrouvé à partir en vacances après mes études, après mon lycée dans ces pays pour découvrir beaucoup de diversité, vraiment beaucoup de différences, quelques points communs bien sûr, mais beaucoup de différences entre les différents pays d'Europe centrale. Puis après, j'ai découvert un peu plus l'Europe de l'Est, notamment la Roumanie ou les pays baltes. Et moi, ça a été vraiment le coup de cœur et je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur de découvrir ces films. Après, il y aurait aussi l'élargissement de l'Union européenne. Je pense qu'on a découvert 10 pays dont on connaissait à peine les noms qui débarquaient dans l'Union européenne. Moi, j'étais très intéressé par l'Europe. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'Allemagne, donc forcément, on parle beaucoup construction européenne et je voulais savoir comment est-ce qu'on allait profiter du dynamisme de ces pays pour enrichir l'Europe. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais AID y contribue et c'est une super chose. On essaye. Alors pour être précis, Kusturica, il est franco-serbe. Il est français. Ouais, il a la nationalité française aussi. Très bien. Mais il est né à Sarajevo, donc à l'époque, Sarajevo était en
Comme Ouais. beaucoup de gens des Balkans. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur, Je crois, oui. sur ce personnage. Ouais. Tu n'as pas encore écrit d'article dessus? Non, non. D'accord, voilà. Je sais pas si tu connais un peu ces films, toi ou... Oui, j'en ai. Oui, Ouais. j'ai vu ces Palmes d'Or notamment, mais aussi tous ces films sur l'histoire un peu des Balkans, alors qui sont vraiment magnifiques. Hein. Enfin, Ouais, qui sont vraiment superbes. Ouais. Tout à fait. j'avais beaucoup aimé Underground notamment. Oui, moi aussi, je crois que c'est un de mes préférés. Mm. Le premier que j'ai vu, c'était Chat Noir, Chat Blanc. Ouais. Mais ouais, je le recommande. Mhm. J'ai vu, je crois que j'ai vu hier un tweet sur lui où il était à Banja Luka, donc Banja Luka qui est la capitale de la Republika Srpska Ok, ouais. de Bosnie. Ouais. Il est, Qu'est-ce qu'il a encore fait? c'est quelqu'un qui est quand même assez problématique. D'accord, tu n'en diras pas plus, mais en tout cas, ouais, ça t'a surpris. Il faut faire attention à ce qu'il dit. Il est vraiment très proche. Alors je voudrais parler d'extrême droite un peu, mais c'est difficile de parler, de dire un peu qui est de quel bord politique, notamment en Serbie ou dans les Ouais, Balkans. politiquement, c'est très différent. Ouais, tout à L'Europe fait. centrale, c'est quand même pas du tout les mêmes repères, aussi à Ouais. cause du communisme. Mm. Mais oui, il est nationaliste, ça c'est sûr. Ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Mais c'est des choses qu'on met pas beaucoup en avant en France parce qu'on le sait pas en fait. Tout à fait. Enfin, quand Ouais. quand on s'intéresse à la région, on le découvre. Mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée pour certains. Mais c'est. Enfin bref, c'est compliqué avec Kusturica. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je vais te lancer un défi avant de finir le podcast. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en hongrois? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Alors, j'y ai un peu réfléchi parce que, voilà, j'ai compris que maintenant tu sais dire bonjour et merci, je crois. Tout à fait. Tu sais peut-être même commander une pinte ou une palinka. Je l'ai su un moment, en tout cas. Ça reviendra vite. Moi, je te donnerais peut-être deux mots que je trouve assez rigolos, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Hein. Le premier, c'est un mot qui se prononce hollo. Donc, en hongrois, quand on a deux consonnes, donc là, deux L, on les prononce, on ne dit pas holo, mais hollo. Et donc ça veut dire ciseaux. Et ce que j'adore avec ce mot, c'est une fixette que j'ai depuis que je l'ai appris, c'est que c'est quasiment un idéogramme, c'est-à-dire que quand tu l'écris, ça ressemble à une paire de ciseaux. O2LO, et je trouve ça assez marrant. Alors je vais faire genre que je n'ai jamais entendu cette anecdote. C'est vrai que je te l'ai sûrement déjà raconté. Oui. L'autre mot, tu le connais peut-être pas par contre. C'est pour dire mec, donc c'est un peu le l'argot de Budapest. Et donc je sais pas le prononcer, il est un peu compliqué, il faut dire Schratz. Schratz, on pourrait dire sans rouler le R. Donc c'est un ch, un r, a, c. Et donc Schratz, c'est un mec. Donc c'est un mot qui vient de l'hébreu. Et donc qui prouve un petit peu que la Hongrie est aussi et surtout Budapest. Non, je pense qu'on peut dire toute la Hongrie, c'est donc un lieu assez multiculturel. On pourrait ne pas le penser, mais on peut penser donc à la communauté rome, à la communauté juive, ou aussi aux minorités allemandes qui sont encore assez nombreuses en Hongrie. Donc il y a beaucoup de mots qui viennent de ces différentes cultures. Et Schratz, moi c'est un mot qui m'a toujours amusé. Je crois qu'à l'origine ça veut dire crevette. Donc Ok. c'est plutôt un petit gars, un mec, c'est un surnom affectif pour dire un pote, quoi. Ok, Je l'aime beaucoup. donc hollo, Hollo, les ciseaux. et Schratz. Schratz, tu le fais mieux que moi, refais. Schratz. Pas mal. Ouais, mais je pense que Schratz, moi je vais dire, mais c'est exactement ça. Donc voilà, je sais pas si ça te sera utile tous les jours, mais Je on sait note. jamais si un jour tu as besoin d'une paire de ciseaux et que tu vois un mec qui en a un dans les mains. Schratz. Hollo. C'est ça. Personnel. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Alors pour finir du coup le podcast, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire? Eh ben, j'ai fouillé ma discothèque pour essayer de trouver quelque chose, mais je me suis rendu compte que je ne me tiens pas assez au courant des musiques hongroises. Donc je compte un petit peu sur ID et sur ta nouvelle chaîne pour découvrir des festivals, des artistes. Je vais faire plutôt dans le vintage et je vais parler de Gábor Szabó, donc qui est un musicien de jazz hongrois des années 60-70 que je trouve incroyable. Quand je l'ai découvert, je pensais que c'était un artiste assez récent, mais pas du tout. Mais en tout cas, il fait du rock jazz, plutôt rock psychédélique, que je trouve vraiment enivrant. Moi, j'adore ça. J'écoute souvent ça et je le conseille. Gábor Szabó. Très bien. Ben, Je vais les player juste rapidement. C'est Gábor, G-A-B-O-R, et Szabó, S-Z-A-B-O. Je peux faire attention quand on prononce. Enfin, il y a toujours le Z un peu derrière le Ouais, S. ça c'est galère parce qu'en polonais, je crois que quand il y a SZ, ça se prononce che, et en hongrois, c'est exactement l'inverse. Le S se prononce che, le SZ se prononce S. Ok. Des petits trucs.
Mais c'est pas si compliqué. On s'y fait vite. Alors juste pour te conseiller peut-être un petit groupe hongrois que j'avais découvert récemment. Ok. J'avais Fran Palermo, Ok, très bien. qui est un groupe Je prends des notes. international, Ouais. donc avec différentes nationalités, Hmm. mais dont le fondateur qui s'appelle Henri Gonzo est hongrois, je crois. Ah ouais. Son nom fait pas forcément hongrois, mais c'est peut-être un nom d'emprunt, un nom d'artiste. Effectivement, peut-être. Ok, Franck Palermo, c'est ça? Fran Palermo. Fran D'accord. Palermo, oui. Fran Palermo. Ouais. Très bien. Eh ben, je vais découvrir ça. Et récemment, dernière chose, on m'a envoyé un son tout droit venu de Hongrie, parce que j'ai un contact en Hongrie qui m'envoie beaucoup de sons, beaucoup de nouvelles musiques. Excellent. Et du coup, donc c'est deux artistes qui ont collaboré ensemble pour faire un titre. Donc c'est OIEE, le premier artiste, Ok. avec Bad Focus, Ouais. et le son s'appelle Maz, ou Mazé, M-A-Z-E. D'accord. C'est un son électro et c'est vraiment une pépite. Alors je vais en faire Normalement, il y aura un article qui sera déjà sorti sur AID à propos de ce son. C'est peut-être de l'anglais, non? C'est peut-être Maze, le labyrinthe, non? Peut-être, oui, sûrement, Je crois pas ouais. que ce soit du hongrois. Oui. Ah bah, j'ai hâte d'écouter ça. Mais c'est des groupes hongrois, Trop bien. en tout cas, c'est des artistes hongrois qui ont sorti. C'est comment le nom du groupe? Alors c'est OIEE Oui, ok. et Bad Focus. Très bien. Eh ben, on s'écoute ça rapidement. Trop bien. Yes, OIE qui est hongrois et Bad Focus qui est tchèque. Ok. Eh ben, Donc écoute, voilà. ça peut être une chouette collab. Hâte Des- d'écouter ça. Désolé, j'utilise ton podcast pour faire un peu de promo. Ouais, moi je vais redire Gabor Sabo. Mais... De toute façon, il bouge pas, lui. Il est toujours là et sa musique est. Enfin, lui, il n'est plus là malheureusement, mais en tout cas, sa musique est toujours sur les plateformes ou en tout cas, vous pouvez l'acheter. Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur la musique folk hongroise. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Antoine. Merci, et je me rends compte que j'aimerais parler encore pendant des heures, mais j'essaierai de revenir et de placer quelques références sur Budapest ou autre. Alors, on aimerait bien en tout cas t'écouter pendant des heures. C'était passionnant. C'est gentil. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci Thibaut. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt! Yesterday was all in black, things, news, and my mind. Roses should put me back on track. I feel the sun